Au sommaire de ce journal, la CENI fait le point sur la distribution des cartes d'électeurs. C'était ce matin à la 19e session du comité de suivi. 73,50%, c'est le chiffre avancé sur le plan national. Et puis des travaux d'envergure sont lancés pour casser le col du mont Wonkou sur la nationale Télimélé-Gawal. Des travaux devraient minimiser les cas d'accidents récurrents à ce niveau. Enfin, comme prévu, l'artiste international malien Sidiki Diabaté s'est produit dimanche dernier au stade préfectoral Ahmed Ben Bella de Macenta, un concert géant très apprécié par les jeunes de cette localité située à près de 700 km. Bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver au compte de cette grande édition. À Addis Abeba, plus qu'un jour maintenant avant l'ouverture du 30e sommet de l'Union africaine, le président Alpha Condé va passer la main à son homologue rwandais Paul Kagame. Et pour 2018, l'organisation panafricaine se fixe de nouvelles orientations, mais très concrètement, de quoi est-il question? Écoutons plutôt Aboubakar Kamara, l'un de nos envoyés spéciaux en Éthiopie. Ici à Addis Abeba, les ministres des Affaires étrangères viennent de terminer leur conseil exécutif. Beaucoup de décisions ont été prises, parmi lesquelles l'élection au niveau du Conseil économique et social. Mais beaucoup d'autres décisions ont été transmises sur la table des chefs d'État qui vont se réunir ici dans 2 jours. Il s'agit notamment de l'attribution du centre de développement minier à un pays. La Guinée et la Zambie sont encore en tiraillement. Il y a aussi la question de l'ouverture du ciel africain, tout comme aussi la question cruciale de la lutte contre la corruption, une question d'ailleurs qui a intéressé Mohamed Lamine Solano. C'est officiel, l'Union africaine lance une guerre contre la corruption en Afrique. Le continent perd chaque année des milliards de dollars à cause de ce phénomène. Selon des experts, la corruption coûte chaque année près de 50 milliards de dollars aux pays africains, une tache noire dans la réputation africaine qui freine le développement et favorise l'instabilité sociale et politique. À Addis Abeba, l'année 2018 est appelée à être celle du combat contre la corruption. Toute l'Afrique doit engager pour lutter contre la corruption, pour essayer de finir avec la corruption dans notre continent, qui n'est pas une bonne chose. Pour lutter contre le terrorisme, parce que c'est des maladies qui sont en train de nuire le développement du continent africain. La multiplication des instances, stratégies et conventions lancées par les pays de l'Union africaine peinent à freiner la pratique sur le continent. Le choix de ce thème confirme l'engagement de l'Union africaine à persévérer dans la lutte contre la corruption sur le continent. Pour les experts qui s'intéressent à la question, les enjeux pour le développement de l'Afrique sont importants. La corruption, c'est l'handicap de l'Afrique. L'argent qui est pris à la corruption, c'est l'argent qui n'est pas disponible pour le développement, qui n'est pas disponible pour l'éducation, qui n'est pas disponible pour les infrastructures. Il y a également un deuxième fait, c'est que la corruption permet la déstabilisation des États. Cette année, l'Union africaine s'engage à intensifier son combat contre la corruption à travers des mécanismes qu'elle a mis en place. La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, une agence spécialisée de l'instance panafricaine, relève que la lutte efficace contre la corruption aiderait l'Afrique à se pencher sur l'investissement massif et la valorisation des ressources humaines sur le continent. Retour ici à Conakry où vient de se tenir la 19e session du comité de suivi. Sur la table, l'état d'avancement du processus électoral. À propos, la CENI a présenté la situation de distribution des cartes d'électeurs et sur le plan national, elle en est à 73,50%. Un effort qu'apprécient les parties prenantes en dépit de quelques manquements enregistrés de part et d'autre. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. À 8 jours de la tenue des élections locales, les acteurs politiques se retrouvent pour la 19e fois au compte du comité de suivi de l'accord consensuel. Les travaux de cette 19e session portent sur l'état d'évolution du processus électoral en cours. Les rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI font le point de la situation de distribution des cartes d'électeurs des 304 circonscriptions électorales retenues. Plusieurs questions liées au bon fonctionnement du scrutin sont aussi évoquées. Sur le plan national, total circonscription 342. Nombre de cartes reçues 5 856 356. Nombre de cartes distribuées 4 304 245. Nombre de cartes restants 1 552 111.
pourcentage 73,50%. Ces activités menées par la Commission électorale nationale indépendante pour la réussite du processus électoral sont tout de même appréciées par les acteurs politiques, malgré quelques manquements signalés. La CENI a donc fait l'état d'avancement du retrait des cartes d'électeurs et on se trouve dans une moyenne de 60 à 70% pour l'ensemble. Donc des dispositions sont prises pour que l'ensemble des citoyens puissent retirer leurs cartes en impliquant les autorités locales, les chefs de quartier avec une sensibilisation forte. Nous espérons que, vu l'enjeu très important sur le plan de développement local de ces élections, tous les citoyens prendront les dispositions pour retirer les cartes d'électeurs. Ce qui nous remonte du terrain, c'est que par endroits, ça se passe bien, dans d'autres endroits, c'est un peu plus difficile. Donc, il y avait eu des instructions qui ont été données au niveau de la CENI, à savoir que chacun vient retirer sa carte et au plus la carte d'une autre personne, mais ayant évidemment le document de cette personne-là. Mais dans les faits, ça s'est avéré impossible. Donc il y en a où, quand le chef de famille vient, c'est sa famille, il connaît tout le monde, il y en a où ils ont pu retirer. Ça a été plus vite. Il y a des endroits où les membres de la commission sont restés fermes sur les directives qui ont été données et font qu'on a eu beaucoup de retard. En saluant le travail ingénieux abattu par l'organe de gestion des élections, le président du comité de suivi rassure les acteurs politiques de la neutralité de l'administration publique. Parlant de la présence des ministres sur le terrain, comme cela a été évoqué par l'opposition, nous avons également été très clairs. Nous leur avons dit, en période électorale ou non, chaque préfecture de la Guinée est parrainée par un ministre membre du gouvernement. Le rôle de ce dernier est d'assurer un rôle de tutelle de la préfecture concernée et certainement de faciliter les préoccupations qui sont celles de cette préfecture auprès d'autres membres du gouvernement ou d'autres institutions pour ce qui peut concerner la paix sociale dans la préfecture, pour ce qui peut concerner le développement dans la dite préfecture. Alors qu'on ne confonde pas cette présence des membres du gouvernement avec une quelconque participation à une campagne électorale. Non, cela a été dit en Conseil des ministres et je crois que chacun s'en tient là. Au terme de cette 19e session, l'équipe d'observateurs a mis l'occasion à profit pour saluer le climat de paix et d'équité sociale observé par les partis politiques depuis le lancement de la campagne électorale. À propos de ces élections locales, le défi de la sécurité interpelle le commandement de l'unité spéciale déjà mise en place. Ce matin, une rencontre a réuni plusieurs hauts responsables des services de sécurité à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. La consigne donnée aux agents est claire, la neutralité dans le respect des textes de loi. Ali Akamara. Une première prise de contact depuis la promulgation du décret mettant en place l'UCEL, unité de sécurisation des élections locales. Un rendez-vous pour le commandement de cette structure pour rappeler les enjeux sécuritaires liés à ce scrutin. Des dispositions sont annoncées pour renforcer les expériences déjà vécues en matière de gestion électorale. Il s'agit de la volonté politique du président de la République et du ministre d'État en charge de la sécurité et de la protection civile que nous allons mettre en œuvre. Vaille que vaille, c'est des instructions politiques. Il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas. Les commandements, vous avez entendu, au niveau régional, au niveau préfectoral et même au niveau sous-préfectoral. Il s'agit en réalité de se donner la main, monter des états-majors régionaux, des états-majors préfectoraux, des états-majors sous-préfectoraux, pour que le contenu des décrets du président de la République soit respecté à la lettre. Il n'y a rien à négocier là-dedans, il n'y a rien à discuter là-dedans, c'est très clair. Le commandant de l'UCEL mesure la responsabilité qui pèse sur les épaules de la police, la gendarmerie et la protection civile pour une meilleure sécurisation du scrutin. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, surtout lorsque les forces de sécurité adoptent une attitude de neutralité et de respect des textes électoraux. La consigne, la mère, c'est la stricte neutralité de l'agent de l'UCEL pendant cette phase électorale.
Vous savez très bien ce que veut dire neutralité. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous sommes chargés, n'est-ce pas, de sécuriser le processus électoral. Tout ce qui est implication politique, vous avez les services de renseignement, rapportés aux services de renseignement qui vont rapporter à leur niveau à qui de droit. Mais l'agent en uniforme, sur le théâtre électoral, doit garder la stricte neutralité. Dans sa communication, le commandant de l'UCEL demande aux agents qui seront déployés sur le terrain le jour du scrutin d'éviter toute forme de violence envers les citoyens. L'objectif est de faire des élections locales apaisées à l'image de la précédente présidentielle. On enchaîne avec ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans le cadre des préparatifs des élections communales de février 2018, la CENI informe l'ensemble des partis politiques, les organisations de la société civile, les associations de médias, les candidats indépendants de l'administration du territoire et de la décentralisation, de la justice, de la sécurité, qu'elle organise la 3e réunion du comité interparti CIP le samedi 27 janvier 2018 à l'hôtel Riviera à partir de 9h précises sur les dernières dispositions opérationnelles du scrutin du 4 février. À cette occasion, elle convie des représentants des structures mentionnées à prendre part à cette grande réunion électorale. La CENI sait compter sur votre mobilisation habituelle pour participer à cette rencontre de partage et d'information pour conférer une parfaite réussite à cette rencontre, la CENI. L'actualité, c'est aussi cet échange depuis quelques jours entre population et dirigeants. La question du plan national de développement économique et social, mais aussi les acquis et projets de société du gouvernement sont entre autres sujets abordés par les émissaires du chef de l'État dans la Guinée profonde. Je vous propose de suivre les étapes de Forekaria, Labé et Dialakoro dans Mandiana, une compilation signée Falilou Diallo. École, centre de santé, marché, aménagement des plaines agricoles, voilà entre autres doléances exprimées par les populations de Moria. Alasoya, Farmoria, Kalia et puis Kakosa, Moussaya et Benti et Sikhourou, les populations plaident pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et l'émissaire du chef de l'État, parrain de Forekaria, langue nationale, explique aux populations les mesures entreprises par le gouvernement. Déjà, le plan national de développement économique et social va bientôt entrer dans sa phase active. Nous allons voir ensemble au niveau de la population de Forekaria qu'est-ce que le PNDS prévoit au cours des 5 années à venir et comment est-ce qu'on peut les décliner. Ça, c'est une chose. Et donc, nous allons nous asseoir avec les futurs élus, avec peut-être le plan, les différents plans de développement sociaux qui sont dans les différentes localités, les mettre ensemble, voir où le marché manque, où les écoles sont insuffisantes, où les digues menaces en fait de rupture comme à Kabak et à Kakosa par exemple, où les populations sont très préoccupées, où le soutien aux jeunes, ou en tout cas les soutiens aux jeunes sont encore beaucoup plus criards, ou encore les mines sont fermées comme à Yongoyoli, les populations souffrent en fait. Donc nous allons recenser tout ça et voir, questionner ce que dit le PNDS et voir comment est-ce qu'on peut dans le temps les mettre en application. Très active dans la région, la ministre de l'Environnement poursuit sa tournée d'information et de sensibilisation dans les communes rurales de l'Abbé. Ce matin, Assiatou Baldé échange avec les populations de Dalin, Tunturu, Noussi et Kalan. Paix, unité, enjeu des élections locales, projet de développement sont les maîtres mots de la rencontre. Puis nous sommes à Daralabé, Afia et Garambé. Partout, la délégation a invité les populations à renforcer la cohésion sociale et la concorde. Nous avons vu une grande mobilisation composée de jeunes, de femmes, de sages, etc. Et les messages qui ont été livrés par la mission
ont été, à mon avis, très écoutés et entendus. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection communale et communautaire en Guinée. Donc il fallait expliquer aux populations exactement l'enjeu de ces élections. Et puis, évidemment, parler du travail que le gouvernement est en train de faire pour le pays. Parce que le gouvernement a un devoir de redevabilité envers les populations. Dialakoro, sous-préfecture de Mandiana, est aujourd'hui enclavée à cause du fleuve Niger qui le sépare du centre-ville. Ici, chaque jour, c'est un parcours de combattants pour les populations de cette localité. Pour aller à l'autre rive, ce sont des pirogues qui servent de moyen de transport. Dans cette sous-préfecture, la préoccupation majeure demeure la construction d'un pont reliant les deux rives. Un cri de cœur qui est pris en compte par Bantamasso. La délégation ministérielle promet de contribuer à une réalisation prochaine du pont à Dialakoro. Dialakoro, une sous-préfecture très peuplée, mais qui est totalement enclavée. Donc parmi les revendications des populations, ils ont demandé un pont surtout, parce que les deux bacs, il y a un bac qui ne fonctionne pas, le second il est manuel, et donc quand les femmes veulent accoucher, il faut traverser dans les pirogues pour aller à Sigiri ou à Mandiana. Donc nous avons entendu leurs cris et sans même hésiter, nous avons pris des engagements que nous transmettrons aux responsables du ministère des Travaux publics et s'il le faut même en Conseil des ministres. Et puis, Hadja Rabiatou Sera Diallo, la présidente du Conseil économique et social, sort d'un entretien avec des responsables d'une ONG locale. Les entretiens ont porté sur le 8e congrès des femmes tenu récemment en Guinée. Une visite de remerciement pour la cause féminine. Yaya Silla. La Fondation Solidarité Féminine est un groupe de femmes et de jeunes femmes guinéennes. Elle est membre de Africa Femmes Performantes. Elle rencontre la présidente du Conseil économique et social à nouveau pour exprimer sa satisfaction suite à la contribution de qualité de Hadja Rabiatou Sera Diallo dans le cadre de la tenue du 8e congrès international des femmes performantes d'Afrique en Guinée. Cet événement a été impulsé, initié par la Fondation Solidarité Féminine et la synergie d'action des femmes que nous avons mis en place pour l'occasion. À la veille des élections communautaires et communales que nous sommes actuellement, car nous sommes dans une campagne électorale, nous devons encore, nous les femmes, sensibiliser les hommes, les femmes, pour qu'il y ait les élections libres et apaisées. Hadja Rabiatou Sera Diallo, présidente du Conseil économique et social, fidèle à sa tradition, a réitéré sa disponibilité pour toutes les femmes de Guinée avant d'inviter ses consoeurs à œuvrer pour la paix pendant cette période électorale. Nous avons notre rôle à jouer. Parce que si on ne joue pas notre rôle pour amener la paix dans notre pays, ce sont les femmes qui vont être les premières victimes. Parce que la femme aujourd'hui, au quotidien, elle cherche à faire vivre ses enfants et non seulement à les rapprocher les uns des autres et être solidaires, à avoir l'esprit de partage. Nous avons beaucoup à faire. La présidente de la Fondation Solidarité Féminine a reçu le prix des 10 femmes et jeunes femmes qui ont marqué l'actualité de 2017, surtout en sa qualité de principale promotrice du Congrès international des femmes d'Afrique et de diaspora de Conakry.
Autre sujet, lancement officiel d'un vaste programme de formation des jeunes diplômés sortis des écoles techniques. Une action de l'Agence turque de coopération et de coordination Latika et la Fondation Prosmi de la Première Dame de la République. Ces jeunes ont 1 mois et demi pour apprendre les techniques d'installation des photos hydrovoltaïques et celles de la soudure industrielle. Reportage Maurice Sidibé. Ces dernières années, la Guinée a lancé plusieurs chantiers énergétiques grâce à la politique du chef de l'État. Une volonté qui doit être accompagnée par la qualification des ouvriers. C'est dans ce cadre que l'Agence turque de coopération et de coordination avec la Fondation Prosmi initie un vaste programme de formation à l'intention des ouvriers guinéens. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet à Conakry. 60 étudiants diplômés des écoles techniques bénéficient de l'initiative. Avec un groupe qui vont faire les panneaux solaires, la mécanique et l'électricité, ça va leur permettre d'augmenter leur profession. Avec cette opportunité de formation, ça va beaucoup nous permettre d'évoluer dans l'énergie, dans l'électricité et dans les autres travaux. La suite de cette formation, c'est que très bientôt, certaines de celles qui ont bénéficié de cette formation, qui sont donc lauréates, iront continuer les études en Turquie. La Première Dame me demande de vous renouveler notre disponibilité totale, non seulement avec Latika, mais aussi avec l'État, aux côtés duquel nous travaillons sans cesse et sans relâche. Pendant plus d'un mois, ces jeunes vont apprendre les techniques de soudure industrielle et l'installation de centrales photo-hydrovoltaïques. L'ambition des initiateurs du programme est de faciliter la production de l'énergie solaire et de créer de l'emploi pour les jeunes. Le chantier d'Amaria va commencer alors que celui de Swapiti ne sera pas fini et nous avons eu déjà du mal à trouver des ouvriers qualifiés pour permettre la construction du chantier de Swapiti. Toutes les initiatives donc pour rendre nos jeunes employables, efficaces sur le marché de l'emploi et utiles sur les grands chantiers du développement de la Guinée sont les bienvenus. C'est pour ça qu'au nom du président de la République, je tiens à remercier les autorités turques. Depuis mai 2016, l'Agence turque de coopération et de coordination en synergie avec la Fondation Prosmi a mené plusieurs actions sur le terrain. La formation des sages-femmes et l'octroi de groupes électrogènes au centre de nutrition de Donka sont quelques-unes de ces réalisations. Travaux publics. Beaucoup d'entre vous le savent, le mont Wonkou est un point critique sur la nationale Télimélé-Gawal. Des accidents récurrents y sont enregistrés. Pour mettre fin au calvaire des usagers, des travaux d'envergure sont lancés pour casser le col de ce mont. Ce chantier, une fois achevé, va à coup sûr désenclaver les communes rurales situées sur le corridor international qui relie la Guinée au Sénégal. Fodé Camara. Riche en ressources minières et agropastorales, la principale difficulté des préfectures de Télémilé et Gawal est liée à l'enclavement des zones de production. Dans ce registre, sur l'axe Télémilé-Santou-Kakoni, pour soulager les usagers, des travaux d'envergure ont été engagés par le gouvernement. Objectif, casser le col de Wonkou. Le point critique de ce mont a toujours représenté un frein à la mobilité des populations et à l'écoulement des marchandises. Ici, le risque de se frayer le chemin dans le ravin était quasiment omniprésent. Ce qui est fait est déjà fait, c'est déjà beaucoup. On va fendre cette montagne et c'est franchement maouche. C'est très sérieux. On vous a remis très sérieusement le gouvernement. Auparavant, ici, il y a eu assez d'accidents. Une fois, au début de la montagne, derrière nous, il y a eu un accident au cours duquel nous avons enregistré comme 21 morts, 18 sur place et 2 à l'hôpital de Télémélé. Donc aujourd'hui, depuis ça là, il n'y a pas eu d'accident d'abord. Donc c'est déjà beaucoup. Nous sommes très réjouis pour ça, pour ces travaux. Plus court chemin entre la Guinée et le Sénégal, ce corridor commercial international a besoin de travaux supplémentaires pour l'ouverture des fossés afin de drainer les eaux de ruissellement. C'est le président de la République qui a demandé à ce qu'on
casse la montagne pour désenclaver entre Gawal et Télémélé. Les travaux ont été faits à 60%, il reste 40%. Je me suis rapproché des autorités du ministère des TP qui m'ont fait comprendre que la société qui travaille ici, Anco 5, a fermé, elle est en liquidation. Donc pour terminer les travaux, il fallait trouver une autre société. Tout dernièrement, j'ai été rencontrer le directeur du fonds routier qui m'a fait comprendre qu'ils ont trouvé une autre société pour finaliser les travaux. Parce qu'avant que cette montagne ne soit cassée, chaque semaine il y avait un accident parce que le transport des personnes se fait par là, par les camions. Donc il y avait chaque semaine un accident et beaucoup de gens mouraient. C'est ce que j'ai expliqué au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a demandé au ministère des TP de venir faire ces travaux. La route nationale Télimilé-Santou-Kakoni est une voie très fréquentée, surtout le lundi, jour de marché hebdomadaire de Diaobé, à la frontière avec le Sénégal. De nouvelles tenues de travail pour les agents de la police routière. Il s'agit de 8000 tenues, un don de la société Topaz pour assurer la visibilité de la police routière. Reportage Alphaïsia Gaba, Aboubakar Diaby. Présents à tout moment dans la circulation, ces agents de la police routière représentent l'image du pays aux yeux des citoyens. Une image qui doit être soignée à travers de beaux accoutrements. Pour accompagner ces hommes de terrain, la société Topaz offre 8000 tenues aux agents de la police routière. Cette image-là, c'est celle-là que les étrangers retiennent. Si elle est bonne, mais ça fait déjà un bon départ pour celui qui foule la Guinée, le sol guinéen pour la première fois. Mais s'ils sont mal fagotés, voyez un peu le choc que vous avez toujours déploré. Aujourd'hui, vous les voyez bien habillés, n'est-ce pas, du pied à la tête, correctement tenus, et ça fait une bonne impression. Nous en sommes heureux, et cela a été fait grâce aux dons, à la générosité d'un homme, M. Ashok, qui est fondateur de la société Topaz. Cette assistance contribue à coup sûr à encourager les agents de la police routière et améliorer leur capacité opérationnelle sur le terrain. Ce geste de bonne volonté est d'une importance capitale. Il satisfait un besoin de service en tenue et en moyens roulants. Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, plus de 10 milliards de francs guinéens sont injectés pour la confection de nouvelles tenues des agents de la police routière. Depuis son arrivée à la tête du département de la sécurité, Maître Abdoul Kabele Kamara fait de son cheval de bataille la formation des policiers et la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ces nouvelles tenues de travail feront donc de la police routière une police de référence moderne au service des usagers de la route. Le 10 janvier dernier, 77 kg d'or ont été saisis à l'aéroport de Siguiri par les services des douanes. L'affaire préoccupe l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. À l'issue d'une rencontre tenue ici même à Conakry, l'Union plaide auprès des autorités pour la restitution de l'or saisi. Mounir Bari, Ousmane Ba. La saisie de 77 kg d'or à Siguiri fait de grand bruit dans la cité. Cette quantité d'or saisie par les douanes dans la zone aurifère appartient aux orpailleurs, disent-ils. Ils sont en concertation à Conakry sur la voie à suivre pour être en possession de leurs ressources. L'article 61 du Code minier stipule que tout citoyen possédant une licence et un permis d'achat a le droit d'exploiter et de vendre l'or sur toute l'étendue du territoire national. Un de nos frères, qui s'appelle M. Koïta, a été victime de quelque chose le 10 janvier passé. Donc, ils ont saisi son or de 77 kilos à Sigrin à l'aéroport. Nous, on a des documents ici que l'État nous a donnés pour avoir un comptoir d'achat d'or en République de Guinée. Et on paye chaque année licence avec un permis
d'achat. M. Koïta a tout ça à sa position. Pour assurer la sécurité des opérateurs économiques dans la zone urbaine de Sigiri, la corporation des orpailleurs sollicite l'aide et l'implication des autorités, notamment le ministère des Mines, le ministère de l'économie et des finances et les services des douanes. Déjà en 2014, plus de 5 kg d'or avaient été dérobés par des inconnus sur la nationale Mamou-Conakry. Tidjane Keita, vice-président des orpailleurs, est la principale victime. Si tu ne payes pas les taxes à l'État, tu ne peux pas avoir l'arrêté là. C'est après avoir payé les taxes à l'État, c'est 55 millions de francs guinéens tu verses à la Banque centrale. Après avoir versé ça à la Banque centrale, on te donne une licence qui s'appelle arrêté pour l'exploitation et achat d'or sur l'étendue du territoire national. En attendant l'implication des autorités compétentes, la corporation compte définir dans les jours qui suivent une nouvelle démarche. Surveillance épidémiologique. Les professionnels de la santé des régions de Mamou et de Farana se familiarisent avec un nouveau logiciel. Sa performance se situe au niveau de la collecte, du traitement et de l'analyse. Et sa maîtrise devrait permettre à ces professionnels de meilleurs résultats. Mamadou Paté-Baldi. En partenariat avec le ministère de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, RTI International initie les agents des districts sanitaires de Mamou et de Farana sur l'utilisation du DHIS2, un logiciel informatique de collecte de données, d'analyse et de prise de décision pour la surveillance épidémiologique et pour le système d'information sanitaire de routine. À la sortie de ces différentes formations, nous pensons que l'outil que nous avons mis à la disposition de l'ANSS va permettre aux différents acteurs de la surveillance épidémiologique de faire des analyses et des traitements de données de qualité, ce qui permettra de prévenir des maladies comme Ebola et tant d'autres. Nous sommes très satisfaits d'avoir bénéficié de la formation sur cet outil parce qu'il s'agit du DHIS2 qui est un outil qui permet de collecter les données, les analyser dans l'Internet. Quand on les collecte, on les met dans un serveur et à partir de ce serveur, les données peuvent être à la disposition de chaque cadre pour pouvoir analyser et prendre des décisions adéquates au bon moment. L'objectif recherché par l'Agence nationale de sécurité sanitaire est de mettre à la disposition de la Guinée un système d'alerte précoce qui facilite la mise en œuvre des activités de saisie, de traitement, d'analyse et de diffusion des données qui concourent à l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des informations sanitaires à tous les niveaux de la pyramide. L'informatique du DHIS2 est qu'il vient à point nommé après une épidémie d'Ebola qui a ravagé ce que tout le monde connaît en Guinée et dans les pays voisins. La saisie de SAP module, analyse et interprétation des données, suivi des patients et la gestion des tableaux de bord ont été les principaux thèmes débattus au cours de la rencontre. Après Kankan, Farana et Mamou, les régions de Kindia, Zérékoré et la zone spéciale de Conakry bénéficieront également de cette formation. Je vous le disais dans les titres, l'artiste international malien Sidiki Diabaté était très attendu à Macenta, une ville située à plus de 700 km de Conakry. L'attente n'a pas été vaine. La star des jeunes a bel et bien répondu à l'invitation de l'ancien ministre Lunseni Camara qui a pour objectif de permettre aux jeunes de sa localité de découvrir eux aussi les grandes stars de ce monde. Moussa Komara a assisté au concert géant qu'il a livré au stade Ahmed Ben Bella de Macenta. Suivez son reportage. Il est 19h50 lorsque le cortège de la mégastar internationale Sidiki Diabaté arrive ce dimanche à Néridou, un village situé à 15 km de la commune urbaine de Macenta. Chacun veut voir ou toucher pour la première fois cette icône de la musique mandingue. Je suis très content pour voir aujourd'hui Sidiki Diabaté à Macenta. Je suis très content. Adande, c'est bon. Nous sommes vraiment animés d'une joie parce que c'est vraiment incroyable. On ne s'attendait pas. Si Sidiki Diabaté pouvait venir à Macenta. Au stade Ahmed Ben Bella où se tient le concert, le public puissamment mobilisé pressé de voir l'artiste sur scène.
Aucun regret pour ces griots et légendes vivantes de la Koura d'être passés ici à Massanta. Pour lui, c'est la première fois qu'il livre un concert dans les municipalités sans violence. Massanta Kabela Djelinfo, et je salue tout le monde. Je suis vraiment fier d'être ici en tant que j'ai l'occasion de jouer sur les grandes scènes du monde entier. On est vraiment content de passer la nuit ici, de faire la fête avec eux. Ça fait vraiment plaisir. En tant que griot, ce concert inédit est facilité par le parrain politique de la préfecture de Massanta. L'objectif étant de permettre aux jeunes de sa ville natale de savourer eux aussi les sauts des grandes stars de la planète. Le régime du professeur Alpha Condé pense à toute la Guinée et c'est pourquoi d'ailleurs on fête à l'intérieur du pays l'indépendance depuis son arrivée au pouvoir. C'est pour dire que tous les villages de la Guinée se valent, toutes les villes de la Guinée se valent et que la capitale de la Guinée se trouve dans toutes les préfectures de la Guinée. Après 3 heures de spectacle, l'artiste et sa suite ont continué sur Jérékouré la même nuit. On termine par ces nouvelles des obsèques du calife de Touba, décédé le 20 janvier dernier. À l'âge de 97 ans, El Hadj Soriba Diaby a regagné sa dernière demeure le dimanche 21 janvier dans sa ville natale de Touba. Plusieurs personnalités politiques et religieuses de la Guinée et d'ailleurs ont tenu à rendre un dernier hommage à cet homme qui a toujours œuvré pour le rayonnement de l'islam à Touba et environ. Younous Tawel Kamara. Le calife de Touba n'est plus. El Hadj Soriba Diaby est décédé le 20 janvier dernier à l'âge de 97 ans. Depuis l'annonce de ce décès, plusieurs personnalités politiques et religieuses de la Guinée et d'ailleurs se sont fortement mobilisées pour rendre un dernier hommage à cette icône de l'islam. Du chef de l'État, de l'ensemble du gouvernement et même du peuple de Guinée, mais aussi faire ces présentations de condoléances familiales et présenter aux familles et à l'ensemble de la population de Touba, de toute la population sans aucune exception, toutes nos condoléances les plus attestées, en souhaitant aux défunts que son âme repose. C'est après la prière de 14 heures de ce 21 janvier que le calife de Touba a regagné sa dernière demeure, ici dans cette ville religieuse. L'homme a consacré toute sa vie au rayonnement de l'islam en Guinée. La mort de notre calife général, ce n'est pas seulement le calife général de Touba, c'est le calife général de tous les Diakanké, qui se soit à Touba ou à Kakande ou au Sénégal, n'importe où, les plus âgés parmi nous, c'est lui le calife général. Et après sa mort, c'est lui qui est son précédent, c'est lui qui va venir. La même chose qui va continuer, le même rythme, les réformes qu'il a fait, les choses qu'il a engagées. Son petit frère qui va être le calife, celui-là aussi va suivre le même chemin. El Hadj Soriba Diaby a été le garant de la paix dans la ville religieuse de Touba et environ. Le calife s'en va, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire,